Aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de low-code, no-code, l'un des points qui revient le plus souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter, c'est est-ce que c'est la fin annoncée des développeurs? Et pour répondre à cette question, eh bien, j'avais envie aujourd'hui de faire venir à mes côtés un vrai développeur pour qu'il puisse nous partager son expérience, aussi bien avec le code, mais surtout avec le low-code, no-code. Et est-ce qu'il voit en cette nouvelle révolution un changement majeur pour les développeurs, potentiellement leur disparition ou non? Et pour ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis-Guillaume qui va déjà pouvoir se présenter à nous et ensuite nous partager son expérience sur ce sujet. Louis-Guillaume, qui es-tu? Elliot, donc je m'appelle Louis-Guillaume Morand, donc aujourd'hui je suis architecte chez Microsoft. Mais par le passé, avant d'être architecte orienté cloud, j'étais développeur pendant une vingtaine d'années, lead développeur. Et donc j'ai participé à beaucoup de projets, des petits projets, des gros projets microservices. Mais donc j'ai touché, on va dire, j'ai vu les différentes générations de langage et d'outillage qui permettent aujourd'hui de faire des applications, qu'elles soient mobiles, qu'elles soient pour les Xbox, qu'elles soient simplement des grosses applications web. Je pense, je ne vais pas dire que j'ai fait le tour, mais j'ai vu beaucoup de choses sur les manières de travailler et à utiliser le logiciel pour y répondre. Et depuis à peu près combien de temps finalement? Tu as été développeur pendant combien de temps sur certaines technos en particulier? Alors, si je reviens vraiment au tout début, je pense que j'ai vraiment appris le développement au collège, donc très longtemps, donc il y a plus de 20 ans. J'ai été développeur surtout .NET, Java et PHP en fait pendant un certain nombre d'années, avant de m'orienter aussi sur d'autres langages frontaux. Et je suis passé sur le rôle de tech lead, on va dire, il y a 10 ans, que j'ai fait pendant 6-7 ans, et toujours en restant les mains dans le code, avant de passer sur un rôle plutôt d'architecte. Ok. Et donc toi aujourd'hui, si je te dis low-code, no-code, concrètement, directement, comme ça, à l'instinct, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors je pense à certains outillages, ça me fait penser à certaines expériences, je pense surtout aux startups, je pense que les startups utilisent plus ces outillages que nous. Je pense que c'est ce qui m'a à la fois choqué et surpris. C'est-à-dire que moi j'ai découvert ça vraiment lors de mes expériences au sein des startups. Je pense pas à une solution qui peut tout faire, mais je pense en fait à plein de cas d'usage où en fait c'est des accélérateurs. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire une landing page, j'ai besoin de faire une application mobile très rapidement, j'ai besoin de faire un petit workflow métier fonctionnel rapidement. J'ai eu du mal à m'y mettre, mais à voir que finalement ces outillages permettent de faire plus rapidement ce que moi je savais faire en tant que développeur. C'est-à-dire que je peux faire ce que fait le low-code, mais en fait il le fait plus rapidement moi, potentiellement mieux que moi. Ok, quand tu dis par exemple avec des outils type Webflow, des outils comme ça qui permettent de faire des landing pages rapidement, tu les vois souvent ces outils-là aujourd'hui ou pas réellement? Alors, je ne vais pas dire que c'est encore démocratisé, parce qu'effectivement, moi je travaille surtout chez les grandes entreprises, où je trouve que c'est encore très à la marge sur les grands comptes. Par contre, moi j'ai eu une expérience, donc aujourd'hui je m'occupe des startups, mais avant j'ai eu l'expérience moi de participer à la création d'une startup, donc vraiment du jour zéro jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à la fin parce elle s'est crashée au bout d'un moment. Mais par pas contre, à cause du low-code, no-code. Pas à cause du low-code. Au contraire, c'était même une bonne expérience. Donc on avait une grosse équipe de devs. On a commencé à 15 devs et on a fini à quasiment 30 devs. Donc pour une startup qui démarre, c'est énorme. On a fait une grosse plateforme internationale avec très riche, très sexy, mobile, responsive, tout ce que vous voulez. Et c'est là que j'ai découvert à travers une équipe de jeunes, j'étais déjà un peu plus âgé, mais donc il y a des petits jeunes du marketing qui eux étaient déjà fans du low-code, no-code, me disent mais pourquoi tu n'utilises pas ça? Pourquoi tu n'utilises pas IFTTT? Pourquoi tu n'utilises pas ce type de logiciel? Et en fait ils m'ont dit regarde, nous on arrive à faire ça, nous on arrive à lancer une version dans un pays, parce qu'ils se sont rendus compte que moi avec mon équipe de 20 devs, même en étant agile, ça me prenait au moins un sprint ou deux de faire un petit POC. Et ils disent non mais moi je te fais ça en 5 minutes en fait. En 5 minutes ils avaient quelque chose d'automatisation qui était capable de scroller des données, envoyer un mail, générer un fichier Excel avec des stats. Et je me suis dit mais en fait c'est eux qui ont tout compris. Sauf qu'au début je voyais même ça que sur la partie oui c'est l'automatisation de workflow que je peux faire. Et puis après ils ont dit mais non regarde je peux créer un site web. Et la fois ils m'ont montré un site web avec la même charte graphique que moi en disant j'ai repiqué ton CSS et je l'ai mis dedans et j'ai un truc aussi sexy que faisaient tes intégrateurs qui me coûtait cher, et je me suis dit c'est quelqu'un qui était en stage qui a réussi à le faire en 2 heures. Je me dis en fait là il y a un changement, de paradigme de dire la techno est là pour amener là où moi je pensais que le dev permettait de tout créer, parce que tout tourne avec du développement à un certain moment donné, même les outils de low-code ont besoin de développeurs. C'est ce que souvent on dit sur les échanges que je peux avoir avec pas mal de personnes qui sont, je dirais, plutôt réfractaires, on va dire, très certainement. Ils nous disent au début, en fait, avec le low-code, no-code, déjà sans développeur, il n'y a pas de low-code, no-code.
C'est ça. Mais on se rend compte que finalement, je me suis rendu compte, moi le premier qui avait le plus de mal, de me dire il y a plein d'usages où le low-code et le no-code vont complètement remplacer le développeur. Pas parce que le développeur ne sert à rien, mais parce qu'ils sont plus efficaces. Le développeur va pouvoir se focaliser sur autre chose, peut-être d'autres fonctionnalités, mais si quelque chose peut être développé ou produit par un outillage, autant l'utiliser en fait. Il sera probablement plus stable, il sera responsive, il aura moins de bugs parce qu'il aura été testé, c'est quand même des solutions. Maintenant elles sont scalables, elles sont sécurisées aussi par défaut. C'est-à-dire qu'on enlève quand même l'erreur humaine qu'il ne faut pas oublier. Et donc si on est plus agile, on va y gagner. Et donc c'est ce que je dis aux développeurs qui disent vous allez perdre votre métier. Non, vous n'avez pas le métier, vous allez vous concentrer sur autre chose, ce que ne fait pas encore l'outil de low-code, no-code. Par contre, utilisez-le, c'est pas une honte en fait. C'est qu'on va utiliser un IDE parce que ça répond à notre besoin. Et ben en fait, tant mieux si on prend un template tout fait pour un intégrateur web ou si on prend un low-code qui en fait produit un workflow pour nous. Tant qu'on répond à un besoin qui a été exprimé par l'entreprise ou le client, le résultat est là. En tant fait, mieux, oui, tout le monde est content. Si ça peut m'accélérer, me permettre de faire autre chose. Exactement. Oui, parce que si on revient sur ce qu'on vient de se dire à l'instant, c'est un peu aussi le titre de la vidéo et le sujet sur lequel on débat et sur lequel beaucoup de personnes débattent souvent. Toi, si je te dis aujourd'hui que le low-code, no-code, ça va remplacer à terme les développeurs, instinctivement, ton avis sur la question, il est plutôt de dire en effet ça va le faire ou c'est plutôt nuancé ou pas du tout? Alors clairement, je pense que le métier de développeur, on l'aura toujours. Hein, parce que, même avec ChatGPT? Alors justement, ça c'est un sujet vachement important. C'est mon sujet que je creuse ardemment. Je pense que le métier de développeur, il sera toujours là parce qu'il va falloir tirer parti de ces choses-là. Il va y avoir déjà de toute façon des milliers de cas d'usage où le low-code, de toute façon, n'y répondront pas. C'est clair. De l'embarquer, simplement du full custom ou quelque chose dont on a besoin. Par contre, effectivement, ces outils vont s'enrichir. Devenir plus en plus complets. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai gap. Il manque beaucoup de choses pour que ça soit démocratisé complètement et que ça remplace le métier. Déjà, je pense qu'ils ne sont pas connus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la formation des développeurs, en école d'ingénieurs, je pense qu'on ne parle même pas de ça. Alors que dans les écoles de marketing, tout ce qui est bootstrap, sur les startups, ils en parlent parce qu'ils disent c'est ça cet outillage. Je pense que déjà il faut qu'on en parle pour que les gens disent c'est une boîte à outils, il faut que les développeurs sachent utiliser ça et puis son langage de programmation ou autre chose. Ensuite, je pense qu'il y a aussi, je me rends compte, d'un point de vue entreprise, il manque la partie industrialisation. Je trouve que la partie DevOps, tout ça n'est pas encore amené. Pour vraiment s'incorporer dans des choses qui sont peut-être déjà en place niveau... c'est facile, on va dire, en startup où il n'y a peut-être pas forcément toujours ces process-là et on peut être un puis peu on fait du jetable. Ça donne une idée de jetable, que le low-code c'est fait pour du jetable. Or, je fais mon POC, mon MVP et après, de toute façon, je vais passer sur du code. Je vais passer sur du code derrière. Pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit plutôt justement sur le low-code plus que le no-code. Le low-code commence à avoir tout ce qui est workflow, l'industrialisation et des choses comme ça. Ça, je pense que ça va continuer à évoluer et je pense que très rapidement, je pense qu'on n'est pas à 5 ou 10 ans. Je pense que dans 2-3 ans, la plupart des solutions vont avoir cette industrialisation qui est possible. Et le no-code, il va aussi. Donc ça va permettre pour l'acceptation, on va dire, dans les SI d'entreprise, parce qu'en disant, c'est un outillage propre avec une gouvernance, on sait que ça va être utilisé de telle manière, et ça fait partie vraiment de la boîte à outils des salariés de l'entreprise, des développeurs ou des gens non développeurs aussi, parce que c'est l'intérêt du low-code. C'est ça, c'est que finalement, tu te dis, en fait, je vais créer ma solution qui va typiquement remplacer un fichier Excel, par exemple. Je vais pouvoir passer à l'échelle et dans un environnement sécurisé, parce que très souvent, et notamment, on le voit, tu disais en entreprise, peut-être moins en start-up, mais tu vas avoir l'image qui colle à la peau du low-code, no-code, ça va être de se dire en fait je vais faire un Shadow IT monstrueux, Shadow IT qui est peut-être déjà potentiellement en place parce qu'on a tous des fichiers Excel partout, mais souvent c'est un peu l'image qui colle à la peau. C'est quoi un petit peu ton avis sur la question, sur est-ce que le low-code, no-code finalement ça vient mettre plus de complexité qu'autre chose? Est-ce qu'il pourrait expliquer que certains sont réfractaires à le mettre? Alors moi d'un point de vue développeur, je trouve qu'actuellement ça complexifie. Ça complexifie pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai souvent le cas d'usage où le low-code, no-code ne remplit pas 100% de mon besoin. Donc quand je fais une application qui est couverte 100% par le low-code ou le no-code, et on peut déjà faire beaucoup de choses, je pense que c'est très bien, c'est parfait. Et là, je suis complètement convaincu par la solution. L'inconvénient va être quand je me dis, je dépasse. Je vais prendre un exemple, je vais prendre une appli mobile où j'ai ce que je veux, puis la petite customisation, je ne peux pas la faire parce que c'est une limitation.
bah, tout de suite j'ai le choix de dire bah, soit je m'en passe, soit complètement j'enlève cette partie-là. Donc ça c'est un peu plus compliqué, où je vais avoir des solutions projets un peu hybrides. Je vais donner un exemple de plateforme microservices où j'avais essayé de jouer certains microservices par du low-code en me disant bah, je vois pas pourquoi je m'embêterais à les écrire. En fait, j'ai un moteur de workflow qui peut faire ce que je veux, envoyer des mails, faire l'automatisation derrière. Même des trucs très riches. Je peux faire des trucs très très compliqués. Et puis je suis arrivé sur le cas qui me dit bah non, je dois utiliser telle spécificité, tel système d'authentification parce que j'ai telle contrainte. Et là ça m'embête parce que j'ai un peu le truc un peu pas bancal mais hybride, justement parce que j'ai pas l'industrialisation de cet outil. À partir du moment où je vais pouvoir intégrer les deux et de me dire bah c'est comme si j'avais un langage pour le front, un langage pour une microservice et ensuite le low-code pour un autre, je pense que je pourrais tout faire et je pense que dès que je pourrais, je l'utiliserai. Donc je m'inquiète pas trop pour le métier de développeur parce que justement aussi les outils low-code, il faut les maîtriser. Souvent il faut utiliser pour faire du low-code, il faut faire de la formule dedans, ou on peut ingérer un peu de code aussi dans ces outils de low-code, ça ne veut pas dire no-code. Et donc le métier de développeur a comme une vraie valeur ajoutée, son expérience, son algorithmie, faire un algo intelligent, un workflow. Donc ça ne va pas le disparaître. Je ne m'inquiète pas pour ça, mais effectivement ça va transformer le métier de développeur. Et le sujet de ChatGPT dont tu parles, ça c'est super intéressant parce que c'est tout un autre débat. Comment cet outil va carrément, parce que là ça même remplace presque le low-code no-code parce qu'il est capable d'écrire du code à la place de cet outillage. Donc c'est un autre outil de no-code ou génération. Et je pense qu'en fait ça va être plutôt l'ensemble des deux. Typiquement, j'imagine bien ces outils de no-code dire bah, j'aimerais produire ça avec telle interface graphique, donc compréhension humaine par l'OpenAI, et te dire bah, commence à te générer ce no-code pour toi. Tu as un bouton Generate et derrière tu as déjà les templates avec un peu les comportements dans l'appli et il te resterait juste à faire 2-3 petites choses. Exactement, on aura toujours besoin de ce fine-tuning, mais je m'attends plutôt à un enrichissement déjà de ces outils low-code, no-code d'eux-mêmes en termes de fonctionnalités, en termes de graphique, des animations, des pop-up, plein de trucs, des plugins supplémentaires, peut-être de l'ouverture aux plugins aussi, ça c'est ce qui manque pour pouvoir avoir cette personnalisation et tout le monde soit content. Et je pense aussi qu'ils vont s'enrichir avec justement peut-être l'intelligence artificielle aussi. Oui, carrément. Pour dire, bah, je comprends ce que le développeur ou le non-développeur qui l'utilise peut faire. Et on va arriver avec simplement toujours mieux. Et je vois toujours ça comme une boîte à outils en fait. C'est pas une technologie, c'est des outils qu'il faudra utiliser pour des besoins. Ça, et en fonction du bon besoin, je prends le bon outil. Celui-là, le besoin est simple, je prends un outil qui potentiellement est low-code, no-code. Ou potentiellement, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus robuste, je vais faire dev classique. Ouais, et plus ça va faire le buzz, plus ça va être démocratisé, plus ça sera naturel, parce qu'aujourd'hui justement c'est parce que c'est pas encore normal qu'on dit bah tiens qu'est-ce que t'en penses, ça se trouve dans 5 ans on dira bah écoute on n'en parle plus, c'est une solution, comme on parle d'un fichier, comme on dit un fichier Excel, comme on dit un langage de programmation, c'est bah, aujourd'hui on fait les applis avec tout ça et je pense vraiment que ça va l'être. Et c'est vrai dans ce que tu dis aujourd'hui, quand on regarde, il n'existe pas aujourd'hui encore de licorne par exemple sur le marché du no-code, low-code. Je trouve que c'est aussi ça reprend un petit peu ce que tu dis, c'est qu'on a des solutions, par exemple, si tu prends Airtable, qui est aujourd'hui certainement une des startups, un peu plus qu'une startup même, low-code, no-code, qui a la plus grosse valorisation. Malgré tout, on n'a pas encore aujourd'hui de licorne sur le marché, donc ça peut aussi expliquer que finalement, c'est plutôt un marché qui est encore en croissance, qui cherche une maturité et avoir un petit peu des solutions emblématiques dessus. Donc je rejoins un petit peu ce que tu disais là-dessus et je pense que ça va venir dans les horizons 5 à 10 ans. Et il y a un autre point qui moi me questionnait, et ce que tu disais avant avec la relation aussi entre les développeurs et ce qu'on va appeler les no-code makers ou les citizen developers. T'en parlais juste avant, c'était l'aspect finalement ils vont avoir une valeur ajoutée les développeurs dans tous ces sujets-là. Typiquement, je pense à des sujets comme le traitement de la donnée derrière ou tout simplement juste l'UX de l'appli. Est-ce que tu penses que finalement ça va réconcilier aussi les développeurs pros et peut-être des personnes du métier, des no-code makers qui potentiellement, je me mets à la place d'un no-code maker qui travaille sur un sujet business, finalement il est très éloigné aujourd'hui des équipes dev. Est-ce que c'est aussi peut-être un moyen sur ces sujets design, data, de finalement les refaire travailler ensemble de manière plus proche ? Je ne sais pas s'ils vont travailler ensemble, mais je constatais qu'il y avait d'un côté les développeurs qui étaient un peu présomptueux, qui disaient mais moi je sais développer, donc je sais faire et pas toi. Et de l'autre côté, il y avait aussi les gens à l'inverse qui disaient ah mais moi j'ai fait une formation HTML en 3 jours, je suis développeur. Ouais. Alors qu'en fait c'est vraiment deux choses différentes. Je pense que développeur c'est un métier, ça prend sur des années, des dizaines d'années. De l'autre côté par contre ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas obtenir le même objectif et le même résultat. Et je pense que là, ils vont juste se mettre d'accord à dire on arrive
faire la même chose. Peut-être que les développeurs utiliseront les outils de low-code un peu mieux parce qu'ils s'attendent plus, ils sont plus naturels à savoir ce qui est possible ou pas. Mais par contre, ils vont pouvoir effectivement se mettre autour de la table et dire « Ah bah je veux ça ou ça ». Peut-être qu'on va imaginer demain quelqu'un du marketing plutôt que, je dis marketing, mais ça peut être n'importe quel métier, plutôt que dire « Je te fais un cahier des charges », dire « Bah non, mais j'ai commencé à faire le low-code, no-code ». Et peut-être que ça peut partir de l'équipe et de dev carrément, enfin de l'équipe qui produit, et le dev va dire « Ah bah attends, maintenant que tu as fait ça, je comprends ce que tu veux faire, bah, je vais l'optimiser ». Et c'est possible que c'est... plutôt qu'il y ait ce cloisonnement avec vraiment d'un côté les donneurs d'ordre et puis ceux qui exécutent, peut-être qu'il va y avoir une collaboration en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous faire modifier un fichier Excel à deux, bah, peut-être que ça va être sur ça en fait. Ouais, c'est ça, j'imagine bien la personne qui finalement elle connaît son métier, elle connaît son besoin, et comme tu disais, tu peux faire déjà un POC ou un MVP avec une appli low-code, dire voilà ce que j'aimerais, le besoin final que auquel j'ai envie de répondre, et derrière, tu as un dev qui va peut-être te dire en fait... ça c'est possible, ça c'est peut-être pas possible, ça tu aurais dû le faire comme ça, etc. Je trouve qu'il y a moyen aussi d'apporter de l'expérience tous les deux là-dessus et de valoriser ça. C'est sûr, et puis même le dev va même être peut-être la tête dans son code et dire moi je l'aurais fait comme ça parce que je sais qu'en dev ça fait ça, en ne supposant pas que le low-code va peut-être, ou le no-code, l'outil va proposer d'une autre manière de faire en fait. Plus simple, peut-être plus légère, plus compliqué. Des fois, on se prend la tête en tant que dev, on dit il faut que je fasse quelque chose avec du code qui soit propre, avec des tests unitaires, avec de l'architecture et des design patterns, parce que on aime bien parfois se bourrer le chou, mais il n'y a pas d'autre terme. Hein. On aime bien notre métier, on voit ça comme un art, mais en fait, parfois, il faut faire simple et efficace. Et en fait, le low-code, no-code, c'est pas quelque chose qui est jetable, c'est pas quelque chose qui est pourri. C'est les entreprises qui font en sorte que ce qui est produit soit de qualité. Donc c'est pas simplement je te gère un template et c'est quelque chose qui est un zip et puis qui bougera pas. Non, c'est aujourd'hui ils sont capables de faire des applications hostées qui sont responsives, qui sont scalables en termes de résilience. Ce qui est compliqué à mettre en place pour un développeur, même un bon développeur, une architecture résiliente, c'est compliqué. Et donc non, en fait aujourd'hui, je pense qu'il faut que faut comprendre que ces solutions ont vraiment évolué et elles sont qualitatives, parfois plus qualitatives que le code que pourrait produire un développeur ou une équipe de développeurs. Il n'y a pas de honte, hein, ça a été travaillé, ensuite c'est automatisé, mais ça va être limité. Et donc justement, il faudra jouer la valeur ajoutée de ce développeur. Ça sera sur là où l'outil ne peut pas aller, le développeur va apporter sa patte, soit d'amélioration, soit simplement il va aller apporter ce qui manque jusqu'à ce que cet outil l'enrichisse et ainsi de suite, et pour le meilleur des deux en fait. C'est vrai ce que tu dis, quand tu disais c'est pas une honte, on va souvent peut-être avoir des équipes pour en avoir déjà côtoyé de développement qui vont se dire mais le low-code, no-code, moi je suis un dev, je peux pas toucher à ça, c'est un peu la honte vis-à-vis des collègues, et au final on remarque peut-être que pas du tout en fait, ça peut être une nouvelle corde à son arc pour pouvoir développer, encore une fois, plus rapidement, etc. On parlait surtout de la technique, on entend aussi souvent low-code, no-code, ça a peut-être moins touché à la partie du remplacement des développeurs, mais c'est aussi intéressant. En termes de coûts, généralement on dit que c'est moins cher que le développement. C'est quoi un petit peu ton avis là-dessus aussi, quand on sait que beaucoup de développeurs aujourd'hui sont indépendants, auto-entrepreneurs, c'est des ressources qui sont rares sur le marché. Qu'est-ce que tu en penses aussi là-dessus, sur ces questions-là ? Je pense que c'est extrêmement moins cher. Souvent, les gens vont dire je ne connais pas le prix des licences de ces outillages, mais on va dire mais attends, mais moi j'ai 100 utilisateurs, si je paye 10 € par mois, ça fait 1000 €, je ne veux pas payer 1000 € de licence pour un outil low-code. Faut juste se dire qu'un développeur junior, c'est 3000 €, avec les taxes et tout ça, c'est 6000 €. C'est-à-dire que pour une personne, c'est déjà remplace, c'est le même coût, ça coûte 6 fois plus cher que pour 100 personnes en termes d'outillage. Ensuite, en termes de production, je pense que c'est beaucoup plus efficient. Je pense que je peux produire une application mobile avec plein d'écrans en quelques heures, où c'est strictement impossible de faire avec un développeur. Il y a des développeurs seniors qui vont dire moi je suis très rapide, je maîtrise telle techno, je peux aller vite, je peux faire de la réutilisation de ce que j'ai déjà. Je pense qu'on n'arrive pas à la qualité et à la rapidité de ce qu'on veut. Là encore, ça, pas dans tous les cas d'usage, mais dans beaucoup de cas, je pense que dans le 80-20, on peut arriver à une première version 2, version 3, qui correspond exactement à ce qu'on veut pour un coût moindre. Non, je pense que les gens ont du mal à percevoir la valeur ajoutée, parce que comme un développeur, on paye un coût humain, mais on ne sait pas combien ils produisent. Là, on paye une licence, on ne sait pas ce que ça va permettre de produire, donc on ne s'en rend pas bien compte. Je pense que ça va dans les discussions que tu as avec tes clients aussi. Mais c'est sûr que sur le long terme, quand on voit les entreprises qui ont commencé à s'y adapter, en fait, on voit une croissance géniale. C'est-à-dire qu'on voit, ils disent, ils commencent par un petit projet, puis après, ça devient 2-3 projets, puis ça devient contagieux presque.
Et limite, après, ils disent, j'ai peut-être besoin de moins de développeurs, ou alors les développeurs, je vais les mettre sur d'autres projets. Et non, je pense que d'un point de vue rentabilité, il n'y a pas plus efficient que ça. Maintenant, efficience ne veut pas dire que ça soit la solution à privilégier. Donc c'est bien. Pour une startup, c'est parfait. C'est pour ça que je pense que c'est plus connu, parce qu'une startup n'a pas forcément de développeurs au début, ou elle en a un ou deux et il faut qu'elle aille vite, il faut qu'elle fasse ses levées de fonds, il faut qu'elle produise du contenu, la V1 qui doit être un minimum riche. C'est parfaitement adapté. Sauf que si on remet ça à l'état, au projet d'une entreprise, en fait, l'entreprise, elle a de l'argent, donc elle se dit j'ai moins le temps, mais elle pourrait voir chaque projet comme une startup et se dire je veux démarrer vite, et donc commencer chaque projet par du low-code, no-code, valider que ça correspond bien aux besoins métiers, faire ça, et ça va arriver. Et je pense notamment, il y a beaucoup d'applications d'entreprises, donc avec l'anglicisme on appelle ça line of business, donc elles sont pas compliquées, c'est beaucoup de métiers, c'est vraiment du fonctionnel, elles n'ont pas besoin d'être riches ou sexy, c'est des longs formulaires, ça envoie des mails. Le low-code va être ultra pertinent dessus en fait. C'est vrai que quand tu vois utiliser le coût d'un développeur qui ferait une appli pour ça, il est juste, le ROI est juste pas intéressant à ce niveau-là versus du low-code. Non, voilà, il faut pas, la seule richesse que ça a besoin, c'est des règles métiers. Si l'outil de low-code, no-code permet derrière de mettre les règles métiers, on va faire ce qu'on veut. Maintenant, on peut avoir des applis, même si elles n'étaient pas sexy d'un point de vue graphique, ça marcherait, donc déjà on pourrait s'en contenter, ça coûterait moins cher. Et en plus, maintenant, les outils de no-code pour la partie front font des choses quand même relativement sexy. Donc, et ça pourrait aussi être là, encore une fois, l'apport d'un dev ou bien d'une équipe UX qui vient un petit peu aider, donner rajouter du polish pour que ça soit, il y ait une vraie expérience utilisateur, ce que n'aurait pas forcément quelqu'un métier. C'est vrai qu'un personne métier va dire je mets mes champs dans l'ordre, je m'en fous, les uns en dessous des autres. Un développeur dit maintenant on va plutôt faire ça, utiliser la tabulation, enfin c'est des petites choses là, mais non, je pense vraiment c'est quelque chose qui est rentable, qu'il faut utiliser, qui va dès que les gens testent, ils sont convaincus. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit le low-code, le no-code, ça marche pas, je veux pas. Par contre, ça prend du temps. Il y a plein de gens qui disent, tu as parlé de Airtable, il y en a d'autres qui font ça dans des générations de workflow, de graphiques. Moi, je me rappellerai toujours, ils disent, ça a été créé, tout a démarré en 2014-2013 avec ces choses-là. Je dis, non, mais déjà, dans les années 2000, il y avait déjà If Then Zen, qui était déjà quelque chose en drag and drop, on pouvait faire des premières choses. Et ça existait encore avant, on m'en parlait déjà. Moi, quand je faisais mes études dans les années... il y a longtemps, en noir et blanc. Et en fait, c'est juste que ça a mis le temps d'évoluer. L'outil n'était pas sexy, mais il faisait déjà le besoin. Et donc, c'est pour ça va extrêmement vite. Et ça va être je pense, intéressant de regarder ce qui se passe. Ok. Donc, on l'a vu, LG, tu as un point de vue super intéressant sur les aspects de low-code, no-code, mais aussi, du coup, plutôt orienté pro-dev, code. Est-ce que, finalement, aussi, on a envie de savoir, est-ce que toi, tu utilises des outils de low-code, no-code au quotidien? Est-ce que tu en as déjà utilisé? Quels ont été les bénéfices? Qu'est-ce qui t'a peut-être aussi irrité un petit peu? Alors, je les utilise, je ne vais pas dire au quotidien, mais comme de plusieurs manières. Okay. Ainsi, quelque chose que j'utilise tous les jours, mon Alexa. Mon petit robot Alexa, en fait, tous les skills qu'on peut lui ajouter, ce ne sont que des low-code. C'est-à-dire c'est des workflows où je lui parle, des scénarios comme envoie un mail pour que je me rappelle de ça, ma liste de courses. Typiquement, en fait, je lui dis ouvre les courses, il me dit de quoi tu as besoin, je lui rajoute les éléments, et en fait, ça me le rajoute dans une to-do list qui est partagée avec ma femme, ce qui fait que dès que je fais les courses ou elle, en fait, on a la liste et ainsi de suite. Ce qui fait que n'importe où dans la maison, on pense quelque chose, voilà, je peux le créer. Ça, c'est pour mon usage personnel. Maintenant, usage semi-professionnel, on va dire, j'ai des plateformes avec des logiciels à moi, donc effectivement, ça va être plutôt la partie workflow. Qu'aujourd'hui, je me dis, je vais arrêter de m'embêter d'écrire moi-même mon code. Je vais vraiment passer par je fais tout, utiliser des frameworks de workflow, Workflow Foundation à l'époque. Maintenant, on peut plutôt dire, je vais essayer de faire du low-code. Donc, il y a plusieurs solutions que j'utilise. Et après, je vais, d'un point de vue entreprise, sur mes projets, c'est plutôt, on va arriver sur les applications métiers. Les applications métiers, on va arriver vraiment sur l'UI, qui suffit largement. On en a dans c'est plutôt plein de petites applications plutôt qu'une grosse application. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'outil qui fait l'application riche avec des centaines d'écrans. Tu viens un petit peu moderniser un scénario qui était peut-être pas fou avant. Exactement, mais des choses toutes simples. Ça peut être quelqu'un qui veut s'inscrire sur un événement. Il va s'inscrire, il va avoir 2 champs et puis il va avoir la liste. Ça peut être passer une commande à la cantine. Ça peut être organiser une réunion avec des gens, faire un doodle pour dire quels sont les gens qui sont disponibles. Enfin, il faut imaginer plein de petites applications qu'on se dit actuellement je le fais à la main ou je fais ça. Ça peut être simplement une interface qui aide à la saisie dans un fichier
on utilise beaucoup les forms. Ouais. Ça, je pense beaucoup, c'est vachement intéressant. Pour mon mariage, par exemple, je voulais pas de réponse par mail et me dire, tiens, je veux pas un RSVP. Ouais. Moi, tout était automatisé. Par exemple, mon mariage était tout automatisé en low-code et je voulais que le forms, les gens répondent et ça m'emplichait un fichier Excel qui envoyait les stats, qui était envoyé aussi au traiteur. J'avais un certain nombre de choix, un choix multi en fonction de si tu avais des enfants, ça te disait quel âge et ainsi de suite. Ouais. On peut vraiment tout imaginer en fait dans les scénarios de tous les jours. Et comme quoi, après, le no-code en plus dure longtemps dans le temps. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est vrai que voilà, en entreprise, je peux te dire, envoie un mail, tout le monde répond, on fait un meeting, j'en sais rien. Le formulaire où on peut choisir quelques champs, il y a évidemment des formulaires de plus en plus riches, il y en a quand même plus en derrière, se dire, ce formulaire, c'est pas seulement une réponse dans une base, si je peux faire des actions derrière en fonction de ce que tu as coché, ça fait tel mail, ça fait telle chose. Parce que tu disais un peu des règles métiers derrière qui automatisent un peu la chose. Et puis aussi, c'est pas des trucs, tout le monde dit, c'est un truc très process parce que je suis commercial, il faut que ça soit dans les sales. Non, on peut imaginer les choses de la vie de tous les jours en fait, de dire, je sais que tous les jours, toutes les semaines, je dois faire un report sur ça, j'aimerais bien cliquer sur un bouton finalement qui va me faire une requête, qui me génère un fichier Excel, qui me l'envoie par mail. Enfin, on peut tout imaginer en se disant, faut partir de l'idée, quelles sont les tâches que je fais plusieurs fois, ou que les gens font une fois mais on est plusieurs à le faire. Qui m'embêtent. Ou qui m'embêtent, tout ce qui prend du temps, et qu'est-ce que je peux automatiser Et en fait, on peut très probablement tout automatiser. Ça peut prendre du temps, en temps normal je dirais que l'automatisation prend du temps, mais là au contraire avec du low-code on va dire maintenant tout est API, tout est connectable. Ouais. Enfin, il faut imaginer que je peux connecter une boîte Gmail à un OneDrive qui me fait une course sur Amazon, qui derrière fait livrer, j'en sais rien, à mon supermarché. Enfin, on peut tout imaginer avec le low-code. C'est ultra Puis que ce simple. soit pro et perso en plus, c'est vrai qu'on a Mais beaucoup parlé du ça. côté pro, même dans le perso. Les gens l'utilisent pas. Je suis même sûr que des gens dans le métier et de faire du low-code, no-code l'utilisent pas, se rendent pas compte qu'ils peuvent l'utiliser chez eux en fait. On est vraiment, on se rend pas bien compte des usages. On voit là les gens de l'OpenAI ou de l'AI de manière générale. Quand on regarde la liste, tout le monde dit tout le monde entendu de ChatGPT en décembre. Tout le monde a parlé de DALL-E, la génération d'images. En fait, il y a plein de choses. Il y a ceux qui te génèrent le texte. Tu lui donnes du texte et te disent je te retape ton texte pour qu'il soit plus impactant. Il y a celui qui te donne des idées de start-up. Il y a celui qui te génère des logos, il y a celui qui te génère une charte graphique. Enfin, il y a des choses qui font un pitch d'entrée avec une animation vidéo pour les youtubeurs typiquement. Enfin, il y a des centaines de choses qui émergent de use case et bêtes et méchants et qui finalement ont une valeur ajoutée. Non, c'est clair, et je pense qu'on ne remarque pas au quotidien le nombre de fois où on pourrait utiliser tous ces outils-là. En tout cas, je note le cas d'usage avec Alexa ou Google Home qui, à mon avis, pourrait être assez résonnant chez beaucoup de personnes. Juste avant de finir sur ça, du coup, on l'a compris, tu as un point de vue sur le low-code, no-code qui est juste super pertinent pour tout le monde. En plus, tu l'utilises au quotidien pour ton mariage et ta liste de courses, mais pas seulement. Et j'avais peut-être une dernière question pour toi, de ton point de vue, peut-être d'un point de vue d'avenir, si on avait déjà une chose à retenir et aussi surtout comment tu vois le low-code, no-code dans le futur, ses forces, ses faiblesses, tu en as déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui peut aussi manquer encore pour toi? Parce qu'on l'a dit, ça débute seulement. Je pense que si on refait cette vidéo dans 5 ou 10 ans, on aura d'autres arguments. Et c'est quoi un petit peu ton point de vue sur ces points-là de force, faiblesse et de futur du low-code, no-code? Alors je pense que c'est un cercle. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'est pas assez visible. Donc, il n'y a pas assez de clients. Donc, il n'y a pas assez d'investissement. Donc, il n'est pas assez riche et ainsi de suite. Je pense que la première chose qu'il faudrait, c'est que l'outil soit plus vu, notamment par des développeurs, parce que c'est les développeurs qui vont faire la promotion de cet outillage en disant moi je veux ça. Donc il faut aujourd'hui qu'on arrive à parler aux développeurs en disant regarde, je t'apporte ça. Ayant ça, il va y avoir plus de clients et plus d'argent. Et d'un point de vue développeur, je sais que moi aujourd'hui ce qui manque, c'est toujours cette histoire de... J'ai l'impression que c'est pas très professionnel parce que je retrouve pas l'intégration dans un guide, je trouve pas mon DevOps avec mon déploiement automatisé. J'en ai pas besoin, mais pourtant le fait de ne pas le manquer, je vois toujours ce code comme c'est fait pour l'époque. Donc je pense qu'à partir du moment où on va commencer à convaincre et dire je parle aux développeurs, le low code, no code, c'est pas fait que pour ceux qui ne savent pas coder, mais au contraire c'est fait pour les développeurs. C'est-à-dire qu'on va changer ce discours, on va avoir vraiment une démocratisation de l'outillage. Il va être partout, ça va ouvrir plein d'usages, il va être beaucoup plus riche. Et je pense que ça sera ça. Il faut commencer par là. Il faut que les développeurs se disent j'en ai besoin. Parce que je prends l'exemple, un commercial va venir parler à un DSI ou un directeur, dire c'est bien, il va demander l'avis à le développeur va dire non, moi je touche pas à ça. Et ça va s'arrêter là en fait dans la vie d'entreprise, c'est comme ça aujourd'hui le CTO de dire je suis pas convaincu. Donc je pense qu'il faut aller parler vu que c'est le métier qu'on remplace, et pas vraiment qu'on remplace, je ne vais pas utiliser le terme remplace, c'est le métier qu'on enrichit. Je pense que c'est ces personnes-là qui vont être les meilleurs évangélistes, tout simplement. C'est ça, et peut-être aussi un point que tu disais qui pourrait être intéressant, c'est tout ce qui touche aussi aujourd'hui dans les écoles,
école d'ingé, dans les formations de dev, on ne parle peut-être pas encore assez de ces outils-là, qui peuvent être une solution alternative sympa. C'est sûr, et puis je pense même, je me rappelle au collège, pourquoi pas au collège apprendre aux gens à faire une petite application. Ça fait réfléchir à l'algorithmie. On a tous fait un testeur de piles en technologie, donc c'est bien, ça fait toucher du doigt la technologie. Je me rappelle à l'époque, moi j'avais des cours pour apprendre à taper sur Word, parce que je suis de la période où les ordinateurs arrivaient et personne n'avait d'ordinateur, personne n'avait Internet. Pour dire à quel point je suis vieux. Mais je pense qu'aussi, il faut que ça devienne normal. Aujourd'hui, les gens, tout petits, ils ont 3-4 ans, ils savent utiliser un téléphone, ils savent faire du pinch, ils savent utiliser n'importe quelle tablette. Ça leur semble naturel, ces nouveaux outils. Il faut aussi qu'ils se disent, tiens, peut-être que je peux générer une présentation. Enfin, aujourd'hui, ils veulent l'intérieur de ChatGPT pour faire le mémoire, c'est sûr. Il ne faut pas que ça enlève la réflexion de la personne. Mais si on dit, j'ai fait la réflexion, je lui donne les infos et il me génère un PowerPoint tout fait, c'est pas grave, quel est l'intérêt d'avoir tout j'ai l'interprétation derrière. Voilà, si la personne pourra personnaliser. Donc je pense qu'il faut aussi que ces outils arrivent peut-être au sein des écoles, au sein de formations, peut-être aussi pour ceux qui veulent changer de carrière, qui se disent je veux plus faire mon métier ce que je faisais parce que j'étais manuel, parce que je fais ça. Maintenant j'aimerais bien aller dans ces métiers où je suis plus posé derrière un écran parce que pour ma santé c'est mieux, parce que ça m'intéresse surtout. Et je dis mais ouais, je peux pas apprendre la programmation quand on a 35 ou 40 ans, c'est pas impossible. Il y en a plein qui le font et c'est super intéressant. Mais c'est peut-être pas accessible à tous, alors qu'au final, le low-code est quand même un peu plus accessible. Et il y a une vraie valeur ajoutée. Quelqu'un qui est bon demain en low-code et qui était boulanger avant, il est aussi pertinent qu'un développeur senior qui a 30 ans de carrière en fait. Donc il va réussir à faire l'application qui correspond aux besoins. Et donc je pense que c'est ça. Donc je suis sûr que ça va arriver assez vite. Parce que des grosses entreprises commencent à montrer l'exemple. Effectivement, les startups n'en parlent pas. Et puis, il y a beaucoup d'outils aussi. Il faut savoir qu'il y en a quand même des centaines d'outils. Aujourd'hui, comme il n'y en a aucun qui se démarque, enfin, si, il y en a quand même quelques-uns qui se démarquent, qui sont un peu mieux, mais pas suffisamment pour que ça soit un mot comme le mot Google. On dit t'as googlé. Il faut que ça devienne, ça rentre dans le vocabulaire et que les gens disent j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et quand ils vont y avoir ces choses-là, je pense que ça va devenir naturel. Ça m'en fait un peu le parallèle quand tu avais les premières applications de livraison de nourriture, tu en avais plein sur le marché. Au bout d'un moment, tu en as de moins en moins parce que rentabilité, parce que machin. Et à la fin, tu as des mots-clés un petit peu sur ces sujets-là. Donc, je rejoins un peu ce que tu dis. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'outils, parfois un peu best of breed de certains outils qui permettent juste de faire la petite chose en plus. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on va en avoir qu'une dizaine qui sont super connus, installés, grosses bases installées, et qui vont du coup toucher aussi plus de personnes. Ça va se rationaliser, c'est sûr. Et où ils vont peut-être absorber les autres en disant maintenant ils ont justement des solutions de plus en plus complètes qui sont capables de faire du mobile, de l'embarquer, un site web, des choses comme ça, faire du front-end et du back-end, se dire non, on n'est pas celle qui se vendait en disant nous on est 100% de nos codes, et on se dire mais finalement on se rend compte qu'il faut peut-être qu'on rajoute un peu de code dedans parce que on était plus de monde. Voilà, pour accueillir plus de monde, puis aussi parce qu'en termes admettre qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas générer tous les cas d'usage de toutes les applications, de tous les gens. Et puis il y aura peut-être besoin demain de nouveaux écrans. Imaginons demain une application avec des lunettes connectées. Il faudra faire ces applications qui sont embarquées. Enfin voilà, il y a toujours plein de choses qui vont changer. Je pense toujours à Minority Report avec les choses comme ça. Penser ces interfaces graphiques. Enfin voilà, ça va continuer à évoluer. Mais je pense que ces outils, je dirais, d'aide au développement, parce que je verrais ça comme ça en fait. C'est encore une fois de plus, c'est une boîte à outils d'aide au développement, parce qu'on développe une application avec ça. Vont s'enrichir et on va y aller. Passionnant. En tout cas, merci beaucoup LG de nous avoir partagé tout ça. Je retiens que finalement, c'est un outil en plus, comme on l'a dit. Ça peut permettre de rassembler des personnes qui ne travaillent peut-être pas forcément ensemble, qu'on a quand même sur un marché en croissance, qui se cherche un petit peu, qui cherche à aller vers la maturité. Et on refera peut-être cette vidéo dans quelques années. Je pense que ça peut être intéressant de la refaire dans quelques années. Avec les lunettes connectées. Exactement. Tu nous feras des démos, etc. Donc ça sera top. Merci beaucoup. Merci Elliot.